Hey yo tout le monde, c'est Protox, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau No Sleep. En cette période de confinement, ça vous fera peut-être pas trop de mal de vous divertir autour d'une histoire flippante et étrange. On ne perd pas plus de temps, n'oubliez pas de liker, vous commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est parti. Ma température corporelle normale est de 34 degrés Celsius. Médicalement, c'est considéré comme une hypothermie et je devrais probablement être mort. Mes parents et même les médecins n'ont pas compris pourquoi je suis encore en vie. Je respire et je fonctionne normalement. Honnêtement, je n'ai pas toujours été comme ça. Mon enfance a été relativement normale. J'étais un enfant timide, préférant la compagnie des poupées plutôt que de jouer dehors avec mon frère et ma sœur aînée. Mes frères et sœurs, Oliver et Lynn, étaient des enfants très turbulents. Nos parents avaient l'habitude d'aller à la clinique pour enfants de temps en temps, après leur partie de petits chevaux. Contrairement à moi, ils aimaient leurs cicatrices. C'était comme un trophée, ou quelque chose dans leur esprit. Mais nous nous aimions, et ils essayaient de m'inclure le plus possible dans leur jeu. Quand ils jouaient au dragon, Olivier, et au chevalier, Lynn, j'étais la princesse piégée dans la tour du château. J'étais la reine, l'humble paysanne, ou même une simple passante, sans véritable rôle dans le jeu. Mais j'étais heureuse. J'étais heureuse d'être incluse, et j'évitais quand même les points de suture et les bleus. Jusqu'au matin de mes 6 ans, je me suis réveillée, avec une terrible douleur à la jambe. Je ne pouvais pas me lever du lit, et Lynn a dû courir dans la chambre de nos parents pour demander de l'aide. Quand maman a baissé mes couvertures, ma cheville droite était rouge et enflée. Ils m'ont emmenée aux urgences, pensant que j'avais une réaction allergique extrême à quelque chose. Mais le diagnostic était plus bizarre qu'ils ne le pensaient. Ma cheville était cassée, et j'avais des bleus sur les jambes, comme si j'étais tombé dans les escaliers. Les médecins ont demandé à mes parents si j'étais bien tombé, mais notre maison était du type bungalow à un étage. Il n'y avait pas d'escalier, ni d'endroit élevé d'où j'aurais pu tomber. Mes parents, mes frères et sœurs et moi-même étions confus sur la façon dont c'était possible. Finalement, les médecins ont conclu que j'aurais pu tomber de mon lit. Ils m'ont mis un plâtre, et j'ai pu rester à la maison pendant les 2 semaines qui ont suivi. C'était la première fois que j'avais une blessure grave, et je n'ai pas du tout aimé cette sensation. J'ai évité de rejoindre le jeu de mes frères et sœurs après cela, de peur d'être accidentellement frappé. Au cours des semaines suivantes, je suis resté dans ma chambre avec mes poupées. Un après-midi, je jouais seul. J'ai eu une douleur soudaine à l'estomac droit. C'était comme si un camion m'avait heurté, et je ne pouvais plus respirer. Heureusement, Oliver est passé devant notre chambre en courant pour aller chercher son équipement de baseball. Il m'a vu allongé sur le tapis, avec la bouche grande ouverte, essayant de prendre le plus d'air possible. Il a appelé ma mère, qui était dans le jardin, et ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. J'avais une grosse contusion sur le ventre droit, et la radiographie a montré que l'os de ma cage thoracique inférieure était fracturé. J'ai dit au médecin que j'étais seul quand c'est arrivé. Personne dans ma famille ne m'avait jamais frappé. Je ne pense pas qu'il l'ait cru. Les services de protection de l'enfance ont été appelés pour enquêter sur les cas de maltraitance d'enfants à la maison. Nous, les enfants, sommes restés chez notre tante pendant que je guérissais, et nos parents se sont occupés de l'enquête. Je pense que c'est Lynn qui a planté la première graine d'idée dans mon esprit. Tu sais, Béa, j'ai été frappé par une balle dans le ventre quand tu as eu cette douleur. Peut-être que tu ressens les blessures que j'ai. C'est un peu comme un truc de jumeaux, mais avec des sœurs. Je suis vraiment désolé. Dans nos esprits enfantins, cela avait un sens. Nous étions trop liés, ou j'étais trop sensible. L'enquête du CPS n'a trouvé aucune preuve d'abus dans notre maison. Mes parents étaient de bonnes personnes, qui aimaient leurs enfants sans condition. Nous avons finalement pu rentrer tous les 3 à la maison. Et Lynn a promis de faire plus attention si je canalisais effectivement sa douleur d'une manière ou d'une autre. Je n'ai plus eu de blessures graves après cela. Mais nous avons remarqué que j'avais beaucoup de bleus aléatoires sur le corps. Parfois, je me réveille même avec des marques sur le corps, comme une brûlure de cigarette. Et ça me fait très mal. Au cours des 2 années qui ont suivi, mes parents m'ont envoyé voir des médecins et des spécialistes pour essayer de déterminer si j'avais une maladie quelconque à l'origine de toutes ces blessures. Tous mes tests étaient négatifs. J'étais en bonne santé physique,
mais je pouvais continuer à avoir des marques et des ecchymoses sur mon corps. Cela a fini par s'arrêter, pendant un certain temps. Et puis, quand j'ai eu 10 ans, ça a recommencé. Nous étions tous les 5 au parc, à faire voler nos cerfs-volants ou à observer les canards sur l'étang. J'ai senti l'air sortir de mon corps, et ma gorge s'est renfermée. J'avais l'impression d'être étranglé par une force invisible. La dernière fois que j'ai vu mes parents appeler à l'aide, c'était avant que je ne m'évanouisse. Mes souvenirs de cette époque sont un peu flous maintenant. Mais je me souviens avoir vu un enfant dans mon rêve. Il avait à peu près mon âge, et il me ressemblait un peu, sauf qu'il était très très maigre. Il boitait, et il avait des bleus sur tout le visage. Il me regardait, avec des yeux marrons, très tristes. Des yeux qui ressemblaient étrangement aux miens. Quand je me suis réveillé, j'étais de nouveau à l'hôpital. C'était devenu comme une seconde maison pour moi. Mon visage et mon cou étaient enflés, et ma gorge était sèche comme un os. J'ai entendu les médecins parler à mes parents, dire des mots qui n'avaient aucun sens pour moi. Strangulation, traumatisme sur son visage et son cou, des ecchymoses semblables à une corde épaisse autour de son cou et de ses poignets. C'étaient des expressions que je ne comprenais vraiment pas. Je viens d'avoir une blessure semblable à celle d'un punching ball et nous ne savions pas pourquoi. Une fois de plus, le CPS a été appelé, mais il y avait beaucoup de témoins au parc ce jour-là. Ils ont tous dit que j'ai commencé à m'étouffer au hasard, sans aucune force extérieure. Les bleus ont également commencé à apparaître alors que j'étais inconscient, et les ambulanciers ont essayé de me sauver. J'ai eu très peur. Une force invisible essayait de me blesser, voire de me tuer. Mes parents m'ont envoyé voir d'autres médecins. Ils pensaient que j'étais peut-être épileptique ou que je souffrais de troubles mentaux et que je me faisais peut-être mal inconsciemment. J'étais scolarisé à la maison et mes parents me regardaient dormir la nuit à tour de rôle. Quand j'ai eu 13 ans, mes parents ont décidé de me dire la vérité sur moi-même. Ils ont pensé que cela pourrait m'aider à comprendre toutes les choses qui m'arrivaient. Ils nous ont fait asseoir tous les trois et m'ont dit « Béa, nous t'aimons. Ton frère et ta sœur t'aiment et nous t'aimerons toujours, même si nous ne partageons pas le même sang. » J'ai été adopté. Ma mère biologique et moi avons été retrouvés dans la rue, alors que je n'avais que quelques mois. Elle était blessée, battue, à moitié folle, et elle divaguait en laissant mon autre moitié derrière elle. Les bons samaritains nous ont emmenés dans un asile, où elle est décédée peu de temps après, et j'ai été confié à un orphelinat. Lors d'une manifestation caritative à l'église, mes parents sont allés à l'orphelinat pour distribuer des jouets et des objets. Mon père m'a dit que je lui avais pris la main, et il a décidé qu'il ne me laisserait jamais partir. Ils m'ont adopté sur place. Après cette révélation, j'ai réalisé que j'avais peut-être une maladie mentale quelconque. Ma mère biologique l'avait évidemment, et je n'avais aucune idée de mon père biologique. Depuis lors, je suis souvent resté à l'intérieur. Chaque fois que je me réveille avec une nouvelle contusion sur le corps, je me dis que je me suis peut-être fait ça pendant mon sommeil. Je n'ai plus parlé à mes parents de mes blessures, sauf si je devais aller à l'hôpital. On m'a diagnostiqué une schizophrénie, et mon psychologue pensait que je me blessais inconsciemment pendant mon sommeil. Pourtant, je n'ai parlé à personne du garçon que je voyais sans cesse dans mon rêve. En grandissant, il a également grandi dans mon esprit. Nous avons commencé à nous ressembler, mais ces blessures se sont aggravées. Je ressentais une étrange connexion avec ce garçon dans mon rêve, et je me sentais triste à chaque fois que je me réveillais. La dernière blessure importante que j'ai eue remonte à mes 16 ans. Je me suis réveillé au milieu de la nuit en m'étouffant dans mon propre sang. Je sentais mes poumons s'effondrer en moi. Avec le peu d'air que j'avais, j'ai crié pour Lynn, et elle s'est réveillée et a immédiatement appelé le 911 alors qu'elle courait chercher nos parents. Aux urgences, j'ai ressenti une douleur comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Je savais que j'étais en train de mourir. Le froid a commencé au bout de mes doigts, se répandant comme un feu de forêt sur tout mon corps. Il faisait froid et chaud en même temps. Je ne pouvais pas respirer et ma vision était étouffante. Quand la douleur a atteint ses limites, je me suis évanoui. J'ai encore rêvé du garçon, mais il a été brutalement battu. Il était allongé sur le sol et il n'arrêtait pas de chuchoter. « Ryan,
Rachel, Ryan. Je me suis réveillé, avec des cages thoraciques fracturées et cassées, un poumon gauche affaissé, une clavicule cassée, un larynx enflé et de multiples contusions sur les bras et les jambes. J'ai subi plusieurs opérations chirurgicales et des broches en acier ont été fixées à l'intérieur de moi. Je devais être en observation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il draine constamment l'eau qui s'accumule dans mes poumons. Ce fut l'année la plus angoissante de ma vie. En plus de la thérapie physique que je devais faire, j'ai également été soumis à de multiples séances avec des psychologues et des psychiatres. J'étais déprimé et confus. Mes parents croyaient que je m'étais infligé toutes ces blessures et ils étaient aussi déprimés que moi. Même après la guérison de mes os et de mes blessures, j'ai dû rester à l'hôpital pour une observation constante. Mes signes vitaux étaient vérifiés toutes les 5 minutes parce que mon rythme cardiaque était trop lent. Mon niveau d'oxygène était également en dessous de la normale et ma température restait à 34 degrés Celsius. D'un point de vue médical, je devrais être mort, mais ce n'est pas le cas. Après une année de contrôle quotidien, les médecins ont finalement abandonné. Ils n'essayent même plus de chercher la raison de ma température inhabituelle. On m'a permis de rentrer chez moi pour continuer à guérir. Mes parents, mes frères et sœurs et moi-même avons continué à consulter un thérapeute familial pour faire face à ce traumatisme. Au cours d'une des séances privées, j'ai mentionné le commentaire de Lynn d'il y a tant d'années, que j'étais trop sensible à la douleur de mes frères et sœurs, et le thérapeute m'a réveillé avec ça. Probablement, et même s'ils ne sont pas de votre sang, votre lien est encore trop fort. Oui, Lynn et Olivier sont peut-être mes frères et sœurs, mais j'ai été adopté. Je ne devrais pas avoir ce genre de lien intime avec eux. Comme Lynn l'avait dit, c'est une chose de jumelle. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit à mes parents que j'irais chercher ma famille biologique. Je voulais comprendre d'où je venais et pourquoi ces choses m'étaient arrivées. Ils étaient inquiets, bien sûr, alors Olivier a décidé de m'accompagner. Nous sommes allés à l'orphelinat où j'ai appris à connaître le nom de ma mère, Rosalie Evans, et l'asile où elle est décédée. Avec un peu d'aide de mon père, qui était avocat, j'ai obtenu le dossier médical de Rosalie à l'asile. Elle était en effet un peu folle à la fin, mais les médecins pensaient que c'était le résultat d'années d'abus physiques et mentaux. Son corps avait beaucoup d'ecchymoses et de cicatrices dues à de vieux coups. J'ai creusé un peu plus profondément dans sa vie. Elle a été impliquée dans de nombreux rapports de violence domestique. Il semble que son mari la battait beaucoup et que ses voisins le dénonçaient sans cesse. Mais au poste, Rosalie niait toujours le mauvais traitement et s'excusait de ses blessures. Elle était aveuglément amoureuse de ce salaud et elle ne voulait pas qu'il ait de problème, jusqu'au jour où ses enfants sont nés. Alors que j'avançais à la recherche de mon passé, j'ai été choqué par une autre révélation. J'étais une jumelle. J'ai trouvé mon acte de naissance en utilisant le nom de Rosalie et j'ai découvert que mon vrai nom était Rachel Evans et que j'avais un frère jumeau, Ryan. À ce moment-là, tout a basculé dans mon esprit. Le garçon de mes rêves était mon jumeau. L'homme que je refuse de reconnaître comme mon père était une excuse abusive et dégoûtante pour un être humain. Ma mère a pu s'enfuir avec moi, mais n'a pas pu emmener mon frère. Ryan a été enlevé par cet horrible homme, et il a souffert toute sa vie pour cela. J'ai essayé de retrouver Ryan. J'ai dit à Oliver que je voulais le sauver, mais je savais au fond de moi qu'il était déjà trop tard. Et c'est ce que j'ai fait. Nous n'avons jamais trouvé où Ryan était enterré, probablement quelque part, dans la tombe d'un pauvre. Ils ont beaucoup bougé quand il était encore en vie. Donc c'était difficile de retracer sa vie, mais on a trouvé son dossier médical. Comme notre mère, il avait de nombreuses fractures et cicatrices guéries après des années d'abus. À 16 ans, il est mort d'une hémorragie interne due à un collapsus pulmonaire après une altercation avec son père, qui le traitait comme un punching ball tout au long de sa courte vie. Tout ce qui m'est arrivé est dû à Ryan. Lynn avait raison, c'était une histoire de jumeaux. J'ai ressenti tous les abus et toutes les souffrances que mon frère a subies. Et quand il est mort, je pense qu'une petite partie de moi est morte aussi. Je suis juste content que quand Ryan a quitté ce monde, il a emmené ce salaud avec lui dans la tombe. J'ai aussi trouvé son nom, mais j'ai aucunement envie de glorifier sa mémoire en disant son nom. Il ne mérite pas cela. Tout ce que je dirais, c'est qu'il a été retrouvé au bord d'une route,
fou et marmonnant quelque chose à propos de son enfant mort qui hantait ses rêves. Ils l'ont emmené dans le même asile où ma mère est morte, et il a été retrouvé un matin pendu à la fenêtre. Des années ont passé depuis. J'en suis venu à accepter mon étrange passé, et mon présent encore plus étrange. J'ai eu de la chance de trouver un homme qui avait autant chaud que j'ai froid. Et nous attendons des jumeaux pour l'été. Je pense que si j'ai des garçons, je vais en nommer un Ryan pour le garçon de mes rêves et le frère que je n'ai jamais connu. Fin de cette histoire assez perturbante. Après tout, l'histoire des jumeaux qui sont liés ne date pas d'hier. Même les nazis avaient fait des expériences assez perturbantes sur les jumeaux pour voir s'ils avaient un vrai lien entre eux. En l'occurrence, cette histoire, qui est du registre du fantastique, met en exergue ce lien qu'il pourrait y avoir. Mais de là à dire qu'une fille peut vivre à 34 degrés, ça reste assez utopiste. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire. Likez, commentez, etc. si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. En attendant, portez-vous bien. C'était Protox. Ciao tout le monde.